Merci Robert Ménard de m'accueillir chez vous. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Me présenter? Ouais. Alors, je sais pas, aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que à la fois je continue à être journaliste puisque avec Dominique Jamais on a lancé un site qui s'appelle Boulevard Voltaire, mais en même temps c'est vrai que là depuis quelques mois je suis plus à Béziers où je suis candidat à l'élection municipale. Voilà, donc j'essaie de mener deux parcours très différents. Alors je fais attention parce que de temps en temps ça s'entrechoque. Alors c'est vrai que j'écris beaucoup moins aujourd'hui que je ne fais de la politique municipale. Voilà, c'est un peu ça. Et puis le reste, c'est quoi? Le reste, c'est mes hobbies personnels. Est-ce que vous avez une forme de nostalgie pour cette période fabuleuse et intense de Reporters sans frontières? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement derrière vous aujourd'hui? J'ai été étonné de la facilité avec laquelle, c'est pas de rompre avec Reporters sans frontières, mais de rompre avec tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire par exemple cette espèce d'adrénaline que peut produire des interviews sans arrêt, l'exposition médiatique et tout. Je me suis aperçu que vite je pouvais m'en passer sans que ça me manque. Sur Reporters sans frontières, bien sûr. Comme ça, quand j'y pense, je me dis, il y a eu des moments qui étaient des vrais moments de lutte, comme moi je suis quelqu'un d'engagé, donc à Reporters sans frontières, c'est un truc qui m'allait comme un gant. Et en même temps, si je réfléchis un peu plus, je m'aperçois ou je me souviens plutôt, que déjà à l'époque, un certain nombre de prises de position que j'avais à Reporters sans frontières me valaient de vraies inimitiés, des critiques que je vis toujours plus mal que je ne veux bien le dire. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis assez injuste pour ça, parce qu'à la fois, je ne mesure pas, moi, mes critiques vis-à-vis de tel ou tel, et en même temps, quand elles me sont adressées, je sens à quel point ça me blesse. Oubliant à ce moment-là de temps en temps, et c'est là pour ça que des fois je m'en veux à moi-même, oubliant que ce que je dis peut aussi blesser l'autre. Voilà, et donc ça. Mais oui, Reporters sans frontières, ça reste 25 ans de ma vie, 25 ans de ma vie où on construit quelque chose. Au fond, moi j'ai toujours aimé construire des choses. Je ne suis pas un intellectuel pour dessous, je suis plus un artisan qui aime construire des choses. Il y en a qui construisent des maisons, moi j'ai construit une organisation, j'ai mis un paquet d'années pour le faire, mais je l'ai fait. Lorsque vous étiez à Reporters sans frontières, un certain nombre de personnes vous critiquaient, vous trouvaient agité, provocateur, mais dans l'ensemble, on reconnaissait votre énergie, votre efficacité, votre souci de sauvegarder partout les journalistes en péril et en danger. Est-ce que vous n'avez pas été étonné, en quittant Reporters sans frontières, par la haine que vous avez inspirée à certains, voire à beaucoup? Je pense qu'une partie de cette haine ou de cette agressivité, peut-être le mot, oh non, de certaines personnes, c'est pas le mot est juste. En tout cas, de cette agressivité et tout ça, je pense qu'elle existait avant. Qu'elle existait du temps de Reporters sans frontières, je le sentais à tout un tas de choses qui étaient fait de l'agacement. Vous savez, chaque fois que vous passez une fois à la télé, vous faites les ennemis de tous ceux qui ne passent pas à la télé. Et ça, c'est un truc que je mesurais. Donc, il y avait d'un coup la possibilité d'exprimer un sentiment qu'on pouvait difficilement exprimer ou avec quelque prudence quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Je pense qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a par ailleurs le sentiment pour certains de mes confrères, une espèce de trahison. Comment vous dire? La trahison, c'est quoi? C'est que le patron de Reporters sans frontières ne pouvait être que de gauche. Il ne pouvait que penser un certain nombre de choses. Alors évidemment, sur un certain nombre de dossiers, ces mêmes personnes avaient remarqué que je pouvais penser à côté de ce qu'ils imaginaient, mais quand même,
En gros, les liens entre le monde humanitaire, des droits de l'homme et la gauche, c'est du concubinage, c'est incestueux même. Alors, découvrir qu'au fond, je n'avais pas ces idées-là, ce que savaient un certain nombre de gens de Reporters sans frontières qui font semblant de le découvrir, parce que quand vous travaillez avec les gens, évidemment, vous dites un certain nombre de choses, vous ne parlez pas que de l'objet qui est celui pour lequel vous vous retrouvez, mais vous parlez de la vie et tout. Ils avaient quand même tout petit peu remarqué que j'avais des positions, disons, plutôt réactionnaires, je ne sais pas comment il faut les décrire. Et donc, de la part d'un certain nombre de mes confrères, il y a eu le sentiment, oh, comment on a, au fond, alors pour certains admiré, pour d'autres accepté, pour d'autres critiqué, mais quand même, c'était celui qui était l'incarnation de Reporters sans frontières. Et d'un coup, on découvre qu'il ne rentre pas dans les canons de ce qu'on imagine. Et je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent de ça à un point incroyable. À l'inverse, j'ai découvert, mettons, avec Elisabeth Lévy, dont toutes mes prises de position pour Reporters sans frontières, ça l'agaçait au plus haut point, découvrir que finalement, tiens, je n'étais pas celui qu'elle croyait, en gros, bobo de gauche, bien pensant, que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc, on a lié des liens d'amitié. Mais c'est une contre 100 qui aujourd'hui encore se disent oh, on a laissé se développer en notre sein quelqu'un dont on a honte parce qu'il dit telle ou telle chose. Quand vous considérez l'ensemble de votre vie, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous voyez, vous, une cohérence politique, intellectuelle, idéologique à l'ensemble de votre parcours, quelles qu'aient été ses péripéties? On a envie de le penser, je ne le pense pas totalement. Je crois que moi j'ai évolué sur un certain nombre de choses de façon importante. L'explication, elle peut être compliquée. Je me suis entendu dire 20 fois, oui, finalement, tu reviens du lieu où tu étais. Et comme je suis d'une famille qui, en Algérie, n'était pas vraiment de gauche, même si elle l'était avant les événements, comme on dit d'Algérie, et après, enfin, en gros, l'image, mon père OAS et tout ça, donc il y a cette espèce de raccourci, au fond, il revient à ses premiers amours, en tout cas les amours familiaux. C'est peut-être vrai, je ne sais pas, on n'est jamais le mieux placé pour en dire. Oui, il y a avec l'âge et les années qui passent, on a un regard sur sa propre famille peut-être un peu moins rude ou un peu, alors on peut dire plus complaisant, j'en sais rien comment il faut dire, ou un peu plus nuancé je préférerais que complaisant, mais enfin, il y a ça. Il y a aussi juste la vie. Je veux dire, il y a la vie, il y a le fait que la réalité, à part de l'ignorer totalement, elle change. Moi, par exemple, sur le thème de l'immigration, j'ai tenu des propos très différents que je tiens aujourd'hui, parce que les choses ont évolué. Le monde, mon pays, les gens que je vois, tout a évolué. Il y a ça, il y a Emmanuelle, mon épouse. Au fond, Emmanuelle, elle m'a apporté quelque chose que je n'imaginais pas, c'est-à-dire, elle m'a décomplexé. C'est-à-dire, ce que je pensais que je n'osais pas trop dire, je l'ai dit grâce à elle, parce qu'elle m'a dit, ça peut se dire et tu devrais le dire. Est-ce que ça fait une cohérence? Non, sur ce terrain-là. Il y en a une autre, en revanche, une vraie cohérence, c'est le choix que j'ai fait d'une liberté d'expression au maximum de l'éventail qu'on puisse lui proposer, avec quelques exceptions, c'est compliqué. Ça, oui. Ça, c'est un combat de 30 ans de ma vie. Alors, je peux vous répondre cette deuxième partie parce qu'elle est évidente, mais elle ne rendrait pas compte de toutes mes prises de position, puisqu'aujourd'hui, j'ai des prises de position qui ne concernent pas que la liberté d'expression, qui concernent un certain nombre de sujets eux-mêmes. Et je ne sais pas si c'est suffisant ou cohérent comme explication. Est-ce que on ne pourrait pas dire qu'à partir de vos origines politiques d'extrême gauche et puis ce que vous êtes devenu, il y a tout de même un point commun qui peut être le goût d'une forme d'extrémisme intellectuel. Vous n'êtes pas, me semble-t-il, fondamentalement un modéré.
quel que soit le support que vous choisissez. Est-ce que vous pensez que c'est une vision pertinente ou non? Il y a deux choses. Je pense qu'il y a d'abord le goût de l'engagement. Moi, je me rappelle mon père, quand on parlait de la guerre d'Algérie, il avait une espèce de sainte horreur d'une partie des gens de ma propre famille, vous savez, qui étaient soit partis avant l'indépendance, soit qui s'étaient gardés de s'engager trop, soit qui avaient préparé leur départ en mettant de l'argent de côté, en préparant leurs arrières. Et mon père me disait toujours qu'il détestait les gens qui n'étaient pas engagés. Ça, c'est une première chose qui explique une partie de mes choix. Oui, je déteste les tièdes. Je vomis les tièdes. C'est terrible parce que c'est... Oui, j'ai une sainte horreur des gens qui sont prudents et tout. Alors je me trompe, ça fait peut-être un extrémiste, je suis peut-être un extrémiste du coup. Non, j'ai envie de... comment vous dire? Oui, je suis... Alors ça me fait faire des conneries de temps en temps, pardon du mot. Mais je suis toujours séduit par des gens qui vont au bout d'un raisonnement, même si je ne le partage pas, ça me séduit intellectuellement. Ça me dérange et en même temps ça m'intrigue. J'aime les gens qui sont des marginaux d'une certaine façon, mais pas que pour le débat politique ou le débat intellectuel. J'aime ces gens qui sont dans les marges, ça m'intéresse plus. Alors du coup, ça me fait avoir de la sympathie pour des gens, je devrais être un peu plus prudent sur mes sympathies, mais spontanément, j'ai plus de goût, oui, des gens qui peuvent, oui, ou pas qui peuvent pas être, qui sont souvent extrémistes dans leur pensée, parce que ça m'intéresse de pousser un raisonnement jusqu'au bout, même si à un moment donné, je ne sais pas trop si on se brûle pas les doigts. Est-ce que ça n'est pas un peu dangereux dans la mesure où ça peut vous amener à prêter une valeur en elle-même à l'outrance, sans vous préoccuper peut-être trop du contenu de cet extrémisme? Est-ce que par moment, lorsque vous dites que vous êtes attiré, passionné par les marges, est-ce que ça ne peut pas être un péril intellectuel que d'y trouver de toute manière de la valeur, alors qu'il y a des marges qui peuvent être parfaitement stupides? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que des fois je plaide coupable. C'est vrai que c'est une démarche qui peut vous amener à trouver des qualités ou de l'intérêt à une pensée qui en a pas, qui est juste ou des fois nauséabonde, des fois folle furieuse, des fois. Mais en même temps, comment vous dire, je trouve que, alors là, ça revient en particulier aux médias, je les trouve tellement prudents sur ce terrain-là. Alors peut-être vous allez me dire que je me justifie pas en disant ça, que je dis s'il y en a un qui l'est pas du tout, ça peut dans la balance entre ceux qui le sont trop et puis un, en l'occurrence moi, qui le serait de l'autre côté, qui serait de l'autre côté excessif, je pense qu'on a à y gagner. Mais oui, c'est vrai que de temps en temps, il faut que je fasse attention à ça parce que je suis attiré par des pensées hétérodoxes. J'aime les gens qui sont, oui, des dissidents. J'aime les gens qui, je sais pas moi, les hérétiques. Je me rappelle avoir lu beaucoup à un moment donné là-dessus, par rapport au catholicisme, qui est ma religion. Ça m'intéresse. Mais en même temps, il faut que j'y fasse attention. Mais en même temps, quand je dis ça, je suis pas tranquille de le dire, parce qu'après, ça alimente ce que je viens de vous dire, tous ceux qui me disent « Mais regardez, ce type est un extrémiste et tout ». C'est-à-dire, je suis dans un truc terrible. C'est-à-dire que si je réponds sincèrement à vos questions, et j'essaye de le faire, chaque fois, ça se retourne contre moi. Tous mes propos, on est dans un monde où on appelle les gens à sortir de la langue de bois, à dire sans prudence ce qu'ils pensent, sans calcul, et en même temps de le dire, ça vous vaut à regarder, c'est un extrémiste. C'est juste, alors, en plus c'est encore plus difficile aujourd'hui pour moi, parce que comme je suis sur le terrain à la fois médiatique et politique, dire la politique, tout le genre vous dit, fais attention à ce que tu dis, il faut pas... Voilà, vous avez compris, en même temps que je vous parle,
je me dis, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce que ça peut toujours être mal interprété. Je ne fais pas l'apologie de l'extrémisme. Je dis simplement que dans les pensées extrêmes, mais pas qu'à l'extrême droite, à l'extrême gauche, dans différents domaines et tout, et pas que politique, je pense qu'on a quelque chose à apprendre de ça. On n'apprend pas d'espèce de ce robinet d'eau tiède qu'on lit à longueur de temps. Moi, j'apprends de gens avec qui je suis au fond en désaccord. Mais, alors vous pouvez dire que c'est du masochisme, comment il faut dire, j'ai cette curiosité des choses. Et je ne comprends pas, c'est pour ça que je suis mal à l'aise de vous répondre, parce que en même temps, je suis blessé, pour revenir à ce que je vous disais au début, du fait que de ce propos-là, on en conclut, il donne la parole. Non, oui et non. Non, je ne partage pas ces opinions-là. Oui, je pense que ça me nourrit, et ça devrait nourrir un certain nombre de gens. En même temps, il faut faire attention, parce que moi, c'est vrai, on me dit, oui, mais en même temps, c'est pas dans ton salon que ça se passe, puisque je l'ai fait à la télé, à la radio pour Reporters sans frontières et tout. Et oui, évidemment, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre au premier degré les discours ou les gens à qui vous tendez votre micro ou que vous écoutez plus ou moins complaisamment. Il y a tout de même, Robert Ménard, au cours des péripéties intellectuelles, politiques, médiatiques que vous avez vécues, il y a tout de même eu une accusation permanente de la part de certains de vos amis. C'est au fond que vous êtes un raciste épouvantable. Je ne dirais pas antisémite parce que même vos adversaires les plus acharnés n'ont jamais pu relever la moindre trace d'antisémitisme chez vous. Est-ce que vous accepteriez d'être accusé d'être raciste? Ou est-ce que vos positions, vos attitudes, votre vision de la vie et de la société sont complètement aux antipodes de cette gangrène? Comme c'est vous qui le dites, je bondis pas, vous avez remarqué. J'aurais pas laissé passer même la question, normalement. Bien sûr, parce que je la vis comme une insulte. Toute ma vie est le contraire de ça. Toute ma vie, tous mes engagements sont à l'opposé de ça. Tous les jours, dans mon quotidien, dans ce que je pense, dans ce que je vis, avec mes amis. C'est un reproche qui est insupportable pour moi. Insupportable. Et c'est vrai que je vous laisse, parce que vous me posez la question en y mettant des gants, ce que certains confrères ne font pas. Je trouve ça odieux d'imaginer ou de trouver où j'ai tenu un propos raciste, où on peut me reprocher ça. J'ai des propos critiques par rapport... Justement, quelle différence faites-vous entre certaines positions que vous avez dit vous-même réactionnaires et le reproche d'être raciste, j'allais dire, globalement. Attendez, est-ce que Philippe Bilger s'interrogeait sur l'intégration et la place de l'islam dans nos sociétés, c'était tenir un propos raciste? Mais alors attendez, il y a 90% des Français qui le sont racistes. Oui, c'est vrai, pardon, j'oubliais qu'aujourd'hui nous avons droit à une campagne où la France serait raciste et ça nous permet, je parle du pouvoir, d'éviter toutes les autres questions. Enfin attendez, non. Je crois pas, alors je vais pas vous faire le coup de mes amis musulmans, enfin ça va, j'ai pas besoin de ça. Mais enfin attendez, on peut et on doit s'interroger. Oui, la place de l'islam, c'est une vraie question. Je parle pas de la place des musulmans, je parle de la place de l'islam, c'est un vrai problème dans nos sociétés. Est-ce que tenir ce propos-là, ça peut être taxé de racisme? Je pense que c'est ignoble de faire, de dire, voilà, parce que je m'interroge là-dessus, aujourd'hui, ce serait un propos raciste. De la même façon, parce que j'aurais manifesté, j'aurais participé à toutes les manifestations pour, vous savez, pour la manif pour tous, ça fait de moi un homophobe. Enfin, comment vous pouvez ces raccourcis-là? C'est ça qui est insupportable. C'est, au fond, indirectement, vous mettez le doigt sur ce qui me choque le plus. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on discute, attendez, je suis prêt à entendre, à discuter, à me voir contredire sur qu'est-ce que je dis de la place de l'islam aujourd'hui, de l'islam tel qu'il est pratiqué par une partie des musulmans dans notre pays, sa place et sa compatibilité avec notre société, notre civilisation, notre culture.
Ça, c'est un point. Mais qu'on discute de ça, qu'on ne clôt pas, avant même d'avoir discuté de ça, le débat en vous traitant de raciste. On peut ne pas partager mon point de vue sur ce que je dis, j'en sais rien, moi, sur la manif pour tous et le mariage homosexuel. Mais on ne clôt pas, avant même d'ouvrir le débat, ce même débat qu'on soi-disant on appelle de ses voeux, en vous traitant ou en me traitant d'homophobe. C'est ça qui est insupportable. Moi, je ne demande jamais qu'on partage mes opinions. Le problème, les gens me disent, oui, qu'est-ce que... Non, non, je veux juste qu'on parle du fond. Moi, je ne vous traite pas, je ne vais pas vous insulter immédiatement parce que je ne vais pas dire de tel type qui resterait un peu marxiste, c'est un stalinien, il a 80 millions de morts sur la tête, et puis la discussion avec... J'ai envie de discuter. Le problème, c'est que ce débat-là, il est impossible en France. Il est impossible. Moi, encore, pendant des années, j'ai été protégé, entre guillemets, parce que j'étais le patron de Reporters sans frontières. Et donc, un certain nombre de choses ne pouvaient pas se dire. Le problème, c'est que depuis que je suis plus le patron, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Ça veut dire que tout propos que je tiens est assimilé, voilà, à telle ou telle insulte. Enfin, vous plaisantez. Vous êtes blessé, indigné devant de telles accusations. Enfin, vous le seriez pas. Moi, si je vous dis que vous êtes raciste, enfin quand même, je me suis battu toute ma vie pour les libertés, pour les droits de l'homme, je suis allé dans le monde entier défendre des gens dont je ne partageais pas le début d'un quart d'une idée, et vous croyez que je me suis demandé s'il était noir, jaune, ou je sais pas quoi, ou arabe, et alors que dans ces conditions-là, j'allais pas le défendre, mais aller dans les pays où je me suis battu toute ma vie, bien sûr que je trouve ça absolument sidérant, scandaleux, offensant. Mais ça permet de ne pas débattre du fond. Le problème, c'est que c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de la sympathie pour moi et qui peuvent par ailleurs tenir des propos racistes. Mais attendez, les amis de mes amis sont pas forcément des gens avec qui je partage le point de vue. On me renvoie, je sais pas, à Boulevard Voltaire en me disant « mais vous avez regardé les commentaires et tout ». Sur Boulevard Voltaire, il y a des gens dont je ne partage pas les opinions qui s'expriment, c'est même pour ça qu'on l'a fait. 2, je ne suis pas responsable des gens qui approuvent les opinions que j'accueille sur Boulevard Voltaire. Enfin, c'est une espèce de procès terrible. Vous savez, moi, il y a eu des bouquins entiers écrits sur moi sur le thème. Ah, on l'a vu dans tel restaurant, sur la table à côté, il y avait telle personne qui connaissait de 20 ans avant tel facho. Hop, 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 c'est un facho. Mais enfin, attendez, c'est une espèce de raisonnement policier, oui, parce que vous pouvez plus répondre à ça. Vous pouvez plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez beau dire, vous allez sur le site, sur les sites me concernant, et vous avez une tonne de propos de ce type-là, qui sont étayés sur rien. J'attends qu'on me reproche tel ou tel propos. Est-ce que les positions que vous dites vous-même réactionnaires, parfois provocatrices, que vous avez prises sur la peine de mort, vous parliez du mariage pour tous, vous n'étiez pas seul, hein. Est-ce que cette volonté parfois de vous distinguer, est-ce qu'on peut dire que chacune de ces positions que vous avez prises, vous les avez assumées sincèrement, ou est-ce que par moments il y avait chez vous un goût un petit peu presque ludique de la provocation qui vous a conduit à remuer, si vous me permettez l'expression, le cocotier médiatique? Je pense notamment, quand vous parliez de Dutroux sur la peine de mort, je me demande s'il n'y avait pas une sorte chez vous, à ce moment-là, de volupté, de remuer un conformisme qui vous exaspérait. Le risque existe. Et il me peut m'arriver, pour être honnête, d'y avoir succombé. Sur l'affaire Dutroux, je vais vous dire un truc plus dur encore, qui me vaudrait encore plus de problèmes. J'ai juste dit que sur Dutroux, si on lui avait coupé le cou, ça ne m'aurait pas empêché de dormir. Et je vous le répète, sans état d'âme. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'étais le patron de Reporters sans frontières, et un soir, je me retrouve je me souviens exactement, à Bruxelles, avec la maman de Florence Aubenas. Vous savez, elle était belge, et donc, comme Florence, et c'était au moment où Florence Aubenas était détenue en Irak. Et donc, il y avait un grand comité de soutien et tout. Et était là la maman d'une des victimes, d'une des petites filles qui a été victime de Dutroux. Et on me la présente, je la salue et tout, et on me dit, elle a été exceptionnelle, elle lui a
d'une certaine façon, pardonner. J'exagère, mais c'était à peu près ça. Et je vais vous dire quelque chose de terrible. Ça m'a fait un frisson, pas d'admiration. C'est terrible de dire ça. Vous avez compris? On me dit, ah, quelle grandeur d'âme. Pas du tout, d'incompréhension. J'ai été gêné, mais pas en me disant, elle est extraordinaire, en me disant, comment on peut pardonner? Peut-être vous avez trouvé ça pas bien, parce que j'en suis incapable, mais j'ai même pas envie d'en être capable. Et donc sur Dutroux, j'ai dit exactement ce que je pensais. Mais bien sûr, attendez, vous participez, je participe à des émissions qui sont des cirques où il faut toujours hurler plus que l'autre, provoquer pour se faire entendre, et évidemment de temps en temps, comme les autres, mais peut-être plus que les autres, je vous le concède aussi, je peux me laisser aller à ça. Mais sur les reproches essentiels qui me sont faits, il y a des choses que j'aurais pas dû dire comme ça, aussi brutalement. Où j'aurais dû mesurer le fait que je le disais pas ici, chez moi, dans un salon, mais que je le disais devant des centaines de milliers de gens ou plus. Oui, ça peut arriver. Mais sur les reproches qui me sont faits, sur la peine de mort, sur la torture et tout, honnêtement, je pense que c'est un mauvais procès qui m'est fait. Vous êtes, vous l'avez dit, un partisan, mais constant de la liberté d'expression, et en même temps, j'ai parfois l'impression que le monde médiatique, qui devrait être tout de même l'incarnation de cette belle exigence, vous exaspère. J'ai l'impression que vous êtes infiniment critique à l'égard des médias, que vous les estimez conformistes, souvent lâches, et qu'évidemment, ils vous retournent de plein fouet la violence ou la dénonciation que vous faites d'eux. Est-ce que vous percevez ça? Ce serait difficile que je ne le perçoive pas, il suffit de lire ce qu'ils écrivent sur moi. Oui, moi. mais disons votre propre détestation d'un certain univers médiatique. Peut-être parce que je connais trop la presse pour l'aimer. C'est au fond ça le problème. J'ai défendu un principe, une idée, et on a besoin d'une presse indépendante dans tous les pays, et en même temps, quand je vois bon nombre de ceux qui devraient incarner ça, mon Dieu, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'estime pour un certain nombre de journalistes. Ah, ça, on peut pas me reprocher du corporatisme. Ça, au moins, c'est pas un reproche qu'on peut faire. Je n'y arrive pas. Je suis affligé à la lecture de la presse. Je suis affligé en regardant la radio, en écoutant la radio ou en regardant la télévision. Mais affligé est le mot. Je suis affligé par le conformisme, par la lâcheté. Attendez, parce que moi, il y a les mots ont du sens. On est une profession où, vous savez, quand le propriétaire change, vous pouvez faire jouer la clause de conscience. C'est un beau mot, la clause de conscience. Ça veut dire que c'est un métier de conscience, où vous engagez votre conscience. Mon Dieu, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas tous les jours. Or, c'est vrai, c'est pas du désamour, parce que il y a longtemps que ça m'habite, ça. Il y a longtemps que je vois ça. Ça s'applique pas à tous les journalistes. Mais en gros, ceux qui font l'opinion, parce que c'est pas vrai, il y a 35 000 journalistes, mais c'est pas 35 000 journalistes qui font l'opinion, c'est quelques centaines de journalistes dans toute la France. Vous êtes affligés par ça. Mais c'est pas que le parisianisme, c'est pareil chez moi, dans le Languedoc-Roussillon. Je suis sidéré. C'est vrai que je n'ai pas de tendresse pour la presse. Je la trouve inconséquente, je trouve les journalistes lâches, je trouve qu'ils chassent en meute, qu'ils aiment en même temps, qu'ils détestent en même temps, qu'ils se jouent des gens, qu'ils ne s'intéressent pas aux dégâts qu'ils font, qui sont souvent du côté du manche. Le manche, c'est pas forcément le pouvoir. Le manche, ça peut être l'opinion générale. Oui, j'ai ça. C'est vrai que... Alors, c'est paradoxal pour quelqu'un qui a été le patron de Reporters sans frontières. Oui et non. Oui et non, parce que j'ai jamais défendu les journalistes en tant que tels. Je défends ce qu'ils devraient incarner, et ils ne l'incarnent pas, souvent. Derrière les accusations qui vous indignent de racisme, même chez certains malades d'antisémitisme, il y a
le rapport avec le Front National. Au fond, la plupart du temps, ce qu'on vous reproche, c'est d'être tellement proche du Front National, de ses positions, qu'on peut dire que pratiquement vous en êtes. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de ceux qui vont nous écouter sur votre position exacte à l'égard de ce parti qui apparemment est devenu, si on suit les derniers sondages, le troisième parti de France? Alors, quelle est votre position? Quelle est votre vision? Est-ce que vous êtes proche du Front National? Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous êtes à l'extérieur? Il serait intéressant de savoir, dans la liberté que vous avez, quel est votre point de vue là-dessus et votre perception. D'abord, je ne suis pas membre du Front National, mais ça, Dieu merci, personne ne le dit. Premièrement, je ne suis pas membre du Front National parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit le Front National, je vais y revenir, et parce que j'aurais beaucoup de mal à être dans un parti. Beaucoup de mal. J'ai besoin d'une liberté qui est très difficilement conciliable avec l'appartenance à un parti, je sais pas moi, une espèce d'orthodoxie qu'il faudrait avoir, une prise en compte des intérêts du parti ou je sais pas quoi. Honnêtement, je n'y arriverai pas, mais ça concerne pas que le Front National. Si vous me demandez par rapport à ce que dit le Front National, et si je veux être honnête avec vous, je suis d'accord avec 80% de ce que dit le Front National. Comme plein de gens. Comme plein de mes confrères. Sur le plan de la sécurité? Sur le plan de la sécurité, des problèmes de société, sur l'immigration, sur la nation, sur l'autorité, à peu près. Le problème... Comme beaucoup de vos confrères. Comme un certain nombre de mes confrères qui ne veulent pas le dire. Parce que le dire, c'est un suicide professionnel. Je veux dire, quand j'entends un certain nombre même d'intellectuels que j'aime beaucoup, je ne citerai pas leur nom parce que je ne veux pas les mettre dans l'embarras, et qu'ils ne cessent de dire mais ce que je dis c'est pas le Front National et tout, mais oui, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Moi, dit de façon plus sophistiquée, mais la même chose. Mais la même chose. Sauf que c'est impossible à dire. Parce qu'aujourd'hui, dire ça, ça l'était encore plus il y a 20 ans, c'est se marginaliser. Moi, mes problèmes que j'ai eus, par exemple, avec RTL, ils ne tiennent qu'à ça. Quand j'ai dit seulement que sur un certain nombre de points, j'étais d'accord avec le Front National. Vous vous rendez compte, être d'accord avec certains points, bien sûr qu'il y a un certain nombre de points, je suis sûr, sur lesquels vous êtes d'accord avec le Front National, mais les gens ne veulent pas le dire. Moi, le problème, c'est que ça ne me gêne pas de le dire. Je n'ai aucune honte, aucun problème à être assis avec des gens du Front National. Alors vous allez me dire, pour reprendre le tout début de notre entretien, et je vais vous faciliter cette psychanalyse de bazar, il y a une partie de ma famille qui vote Front National. C'est vrai, mais c'est pas pour ça, mais je les pense pas des fachos dangereux. C'est des gens qui craignent, en gros, qui font pas l'apologie systématiquement de l'avenir et qui ont un peu de nostalgie. Je suis comme ça. Je pense que le passé est souvent mieux que le présent ou l'avenir qu'on nous prépare. Et sur un certain nombre de questions de société, oui, je suis d'accord, mais je le suis d'accord et c'est pas parce que le Front National est d'accord là-dessus que ça va me faire reculer. Alors que je vois systématiquement un certain nombre de gens me dire « Ah oui, mais, non, ça me gêne pas. » Est-ce que vous êtes sensible, par exemple, à la présomption de culpabilité de racisme qu'un certain nombre de gens, de journalistes, établissent à l'encontre du Front National? Est-ce que vous réfléchissez, vous arbitrez dans votre tête en disant on lui fait le reproche d'être raciste et moi-même je ne le suis pas, je hais le racisme? Est-ce que parfois vous vous interrogez sur le soutien que vous apportez à 80% de ce qu'il projette, de ce qu'il pense? Attendez. Qu'il y ait des gens racistes au Front National, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Que les propos que j'entends dans la bouche de Marine Le Pen soient racistes, non. Qu'il y ait dans l'histoire du Front National des courants qui le soient, j'en conviens. C'est d'ailleurs une des raisons qui ferait que je n'adhérerais pas au Front National aujourd'hui.
Reste que sur le fond, je suis d'accord. Je ne suis pas sûr que sur l'immigration, il n'y ait pas 80% des Français qui pensent qu'il faut arrêter. Je le dis. Sauf que de le dire, ça, attendez, comment vous dire? Dire ça, moi je le dis parce que je suis dans une campagne électorale à Béziers, je dis, dire qu'il faut stopper l'immigration, c'est pas mettre en cause les immigrés. Je serai malien, tchadien, sénégalais, nigérien, burkinabé, mais attendez, je fais tout pour venir en France, quels que soient les droits, la légalité ou que sais-je encore, parce que ils aiment autant vos enfants que je vous les aimais ou que je les aime. Ensuite, la politique d'immigration, et je ne leur en veux en aucun cas, la politique d'immigration, je la critique. Est-ce que c'est un propos raciste de dire ça? Je ne crois pas. Est-ce que je ne veux absolument pas rentrer, et vous n'accepteriez pas que je rentre dans le détail de votre campagne municipale à Béziers. Il y a tout de même une question que se posent les gens qui ne sont pas animés forcément à votre rencontre de malveillance. Vous avez le soutien du Front National. Comment pouvez-vous l'avoir sans contrepartie? C'est ce qui parfois est au cœur de certaines interrogations en se disant, au fond, il a vendu sa liberté pour obtenir le soutien du Front National et quelle est la contrepartie qu'on va exiger de lui? Est-ce que vous comprenez cette question qu'on se pose? Bien sûr, mais attendez, il y a des contreparties. Vous n'obtenez pas le soutien d'un parti avec la logique d'un parti sans contrepartie. La première contrepartie, c'est le fait, voilà, que je dis que je suis soutenu par le Front National, il y aura la petite flamme bleu, blanc, rouge sur les documents officiels. La deuxième contrepartie, c'est qu'il y aura des gens du Front National sur ma liste. Maintenant, il ne manquerait plus que j'ai le soutien d'un parti et puis que je dise « Ouh, je ne veux pas de votre nom, je ne veux pas de la flamme bleu, blanc, rouge, je ne veux pas de vos militants. » Bien sûr. Mais la contrepartie essentielle, elle n'est pas là. La contrepartie essentielle, et vous croyez que je ne m'en suis pas aperçu, elle est au niveau du symbole. Je veux dire, pour Marine Le Pen, que quelqu'un comme moi, qui ne suis pas étiqueté Front National, dans une ville comme Béziers, mène une équipe où il y a son parti prenante, et en plus avec la possibilité de gagner la ville, bien sûr que symboliquement c'est fort. Dans la dédiabolisation, pour reprendre un mot de la presse du Front National, je suis un élément de ça. Bien, vous croyez que je ne m'en suis pas rendu compte, et c'est plus à ce niveau-là que c'est important pour Marine Le Pen. Mais tant mieux, moi ça ne me gêne pas. Attendez, c'est quand même incroyable. Si le Front National a envie de rompre avec un certain nombre de choses, et un certain nombre de personnes, et elle le fait régulièrement, et rentrer encore plus dans le jeu démocratique, alors que je dis encore plus parce qu'il n'a jamais été extérieur, ils n'appellent pas boycotter les élections, ils n'appellent pas l'insurrection, il faut quand même se rappeler ça. Tant mieux, la normalisation du Front National, mais attendez, moi je l'appelle de mes voeux. Et si je participe à ça, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de gens, je suis tout à fait... Attendez, je suis tout à fait satisfait. C'est quand même un raisonnement absolument invraisemblable. Les mêmes qui montrent du doigt le Front National en disant « c'est pas un parti comme les autres », chaque fois que le Front National tente, y compris à Béziers avec ma candidature, de montrer qu'ils peuvent s'allier avec d'autres gens, qu'ils sont au fond, d'une certaine façon, un parti comme les autres, avec des idées différentes, mais un parti qui participe à la République comme les autres, les mêmes le reprochent. Attendez, il faut savoir ce qu'on veut quand même. Hein. Derrière cela, il y a l'idée que vous serez forcément l'otage du Front National et que vous ne pourrez pas mettre en œuvre, dans une totale liberté, le programme que vous projetez. C'est l'interrogation qu'il y a chez certains. Est-ce qu'elle est absurde, à votre avis? Elle est absurde pour ceux qui connaissent Béziers. Attendez, moi j'ai fait un programme pour une ville qui est ma ville, même si je suis né en Algérie,
C'est ma ville avec les problèmes de ma ville. Il se fait que ce que dit le Front National et ce que je dis sur la ville de Béziers, mais ce que dit Debout la République, ce que dit Christian Vannès et le Rassemblement pour la France, ce que disent bon nombre de militants de l'UMP qui m'ont rejoint, et pas des moindres dans ma ville, ce que disent des gens de l'UDI, du centre qui m'ont rejoint, ce que diront demain un certain nombre de gens de gauche qui me rejoignent, c'est la même chose. Attendez, et ce programme, je vais le mettre en œuvre. Je suis l'otage de personne. Personne, et quand même les gens du Front National viennent à Béziers, Louis Alliot, la première parole qu'il a dit, le patron, c'est Robert Ménard. Je suis le patron de cette liste. D'accord. Est-ce que, au fond, Reporters sans frontières, vous avez parlé de 20 ans, 25 ans, c'était d'une certaine manière de la politique au plus haut niveau, fondée sur des valeurs, des principes, une exigence de sauvegarde. Vous avez eu des moments difficiles à certaines radios, vous l'avez évoqué, où votre liberté d'expression a créé des dégâts, ou en tout cas a suscité de la peur chez certains. Maintenant, vous vous présentez à Béziers. Est-ce que d'une certaine manière, vous ne rejoignez pas le goût de l'action et la volonté d'entreprendre que vous avez si bien assumé à Reporters sans frontières? Est-ce que vous ne découvrez pas une autre phase de la politique, mais qui paradoxalement vous fait rejoindre le terreau initial où vous êtes illustré, même pour beaucoup de ceux qui ne vous aiment pas? Ah oui, moi je suis persuadé de ça c'est vrai. Moi je suis un militant de causes qui sont les miennes, mais un militant. C'est vrai qu'à Béziers, je découvre des choses que je ne connaissais pas. C'est vrai que l'idée de diriger une ville et de la changer et d'essayer de l'améliorer, de lui redonner les couleurs qu'elle a eues, ça me passionne. C'est vrai que ce qui peut paraître, vous savez, les gens disent les caniveaux, les crottes de chien, je sais pas quoi, ça m'intéresse. Parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse. Le quotidien. Le quotidien, et faire des choses. J'ai eu le sentiment à Reporters sans frontières que je faisais des choses. Je parlais pas seulement du monde. À ma manière, je pesais sur les choses. Et au fond, j'ai toujours fait de la politique. C'est-à-dire au sens parce qu'on pèse sur les choses. Moi, commenter le monde ne me suffit pas. Alors peut-être que c'est ce qui faisait une espèce d'ambiguïté dans ce que je faisais quand j'ai été, après Reporters sans frontières, quelques années de nouveau journaliste. C'est que j'étais un journaliste qui veut peser sur les choses. J'ai pas seulement envie de recueillir votre parole, j'ai envie de vous faire entendre la mienne. J'ai envie de transformer les choses. Je lis le journal, j'ouvre le journal et je trouve qu'il y a 4 raisons tous les matins de se mobiliser. Et c'est vrai que ça, au fond, je suis un militant. Bien plus qu'un journaliste. Plus un homme d'action qu'un homme de réflexion, sans que les deux soient forcément contradictoires. Je me méfie de ma réponse, parce que je peux être un homme d'action en réfléchissant un petit peu quand même. J'essaie de réfléchir. Oui, mais bien sûr. Non, je me sens pas un intellectuel, je me sens un journaliste engagé. Je suis d'une génération où je suis devenu journaliste parce que je voulais changer à l'époque Béziers. Et je reviens à ça. Oui, si la boucle, elle est là. Si la boucle. S'il fallait absolument vous définir sur le plan politique, vous diriez que vous êtes un homme de droite atypique, un anarchiste de droite, un réactionnaire totalement libre, ou un homme tellement pluraliste qu'il est difficilement identifiable? Je ne sais pas, c'est difficile. Je suis plutôt réactionnaire dans tout un tas de sujets qui sont ce qu'on appelle les sujets de société. C'est vrai, je pense. Est-ce que je suis nostalgique d'un certain nombre de choses, peut-être un peu passéiste. En même temps, je me vois souvent étiqueté populiste. Je suis bouleversé. C'est pas une posture là. Je suis bouleversé par la pauvreté. Aujourd'hui, je fais là depuis des mois et des mois du porte-à-porte. Et je rentre dans des maisons où il n'y a pas de meubles. Vous savez ce que c'est, pas de meubles? Il y a une table, des chaises, il n'y a rien. Les choses sont posées par terre. Cette pauvreté-là, elle me bouleverse. Parce que peut-être qu'elle renvoie aussi à des choses qui sont plus personnelles. Mais
je trouve ça monstrueux. Et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça, droite-gauche, j'ai du mal à vous dire ça, parce que c'est ni droite ni gauche. Vous seriez avec moi dans cette maison et vous verriez les gens dans l'état où ils sont. C'est invraisemblable. Comment vous dire? La dernière fois, j'étais à la Poste à Béziers. Et vous savez, j'étais juste derrière une dame, et vous savez, il y a cet espace qu'on dit, je sais pas, vous savez, assez loin pour pas que vous entendiez. Comme il y a trop de monde, vous entendez exactement ce que disait la dame. Et la dame, on était le 10 du mois, elle a dit, combien il me reste sur mon compte? Vous savez, à la Poste, c'est plutôt des petites gens, c'est plus facile d'avoir un compte que dans une banque et tout ça. Et alors, je me rappelle plus, mais c'était 8,64 € ou 8,69 €, la dame leur dit. Elle réfléchit et elle dit « Donnez-moi les 8 €. » Ça me touche. C'est quoi ça? Ça, et ça renvoie à des choses quand j'étais jeune. À un moment donné, on n'a plus eu du tout d'argent dans ma famille. On habitait à Béziers, dans une cité à l'époque, on arrivait à la Devèze, qui est le quartier sensible, comme on dit. Et je me souviens parce que vraiment on n'avait plus d'argent. Et ma mère faisait des gâteaux, plutôt bien. Et mon père, il avait un engin, vous savez, comment ça s'appelle, un panier de pêcheurs. Vous voyez ce que c'est en osier et tout. Et il a dit à ma mère, écoute, il faut que tu fasses des gâteaux et je vais aller les vendre au porte-à-porte. Elle a fait les gâteaux, je me rappelle, parce que les mettait sur des plaques de carton et puis il mettait 4 bouchons de liège pour pas écraser le suivant. Et il faisait du porte-à-porte. Philippe Bilger, j'ai eu honte de mon père. Parce que comment vous dire? Parce que non, j'avais peur que mes amis voient mon père faire ça. Et j'ai eu, après coup, j'ai trouvé tellement odieux qu'on puisse. Vous avez compris? J'avais pas envie qu'à l'école, on me dise oui, j'ai vu ton père faire du porte-à-porte pour vendre des gâteaux. Et j'avais tort fondamentalement. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'anime dans plus que tout le reste. Dernière question, Robert Ménard. Vous avez quel âge aujourd'hui? 60 ans. 60 ans. Est-ce qu'on peut dire, si on considère l'ensemble de vos vies, que vous êtes un homme heureux? Je suis heureux. Alors ça va vous paraître bêtasson, je suis heureux parce que je suis fou amoureux de ma femme. Qu'elle m'a donné une petite fille qui a 50 ans. Vous savez, quand vous pensez que c'est terminé, tout ça, vous recommencez. Elle m'a donné l'occasion de recommencer ma vie. Et ça, c'est mon bonheur de tous les jours. Le reste, c'est mes engagements. Mais c'est pas ça qui nourrit ma vie. Ce qui nourrit ma vie, c'est Emmanuel, c'est Clara, et ça, c'est au quotidien. Ce qui me donne l'envie de faire des choses, c'est parce qu'il y a Clara, c'est parce qu'il y a Emmanuel que je fais ce que je fais. Et que je supporte de temps en temps ce que je supporte. Merci beaucoup, Robert Ménard.